Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permettent de faire du facteur humain un levier de croissance plutôt qu'un risque. Ça voulait dire muscler l'équipe, qui d'ailleurs, l'autre gros challenge, c'est qu'en fait, c'était une équipe assez junior. Le Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword, c'est aussi le nom de notre premier livre. Les clés de l'alignement entre associés, d'une organisation adaptée ou encore de la bonne relation à son travail. The Human Factor, c'est 100 pages de retour terrain des plus belles startups et de bonnes pratiques actionnables. Si vous voulez en savoir plus, allez tout simplement sur www.yaniro.co/book, B-O-O-K. On met le lien dans la description de l'épisode. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Julia, comment vas-tu ? Bonjour Alexis, très bien, ravie de passer ce moment avec toi. Eh ben, un plaisir partagé et je te remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur le podcast du Human Factor de Yaniro. Là, on enregistre à distance dans les conditions remote parce que si je dis pas de bêtises, nous sommes chacun dans notre appartement. Exactement. Et donc, comme dans les conditions du remote que beaucoup de personnes peuvent vivre en ce moment, s'il y a un petit peu de bruit, des travaux, la rue en bas, c'est normal, c'est les conditions du direct de la vraie vie, donc ne soyez pas surpris. Julia, donc toi, tu es responsable RH au sein de Epsor et je vais peut-être te laisser présenter Epsor dans son pitch actuel. Ouais, bien sûr. Epsor, ce qu'on fait, en fait, c'est vraiment, on propose une alternative, aux solutions d'épargne retraite et d'épargne salariale, traditionnelles. Concrètement, ça veut dire qu'en fait, on conçoit et on distribue, des solutions d'épargne salariale et d'épargne retraite, comme par exemple, ce qu'on appelle les PEE, PER, PERCO, article 83, enfin des mots qui sont parfois un petit peu barbares. Et justement, notre mission, c'est vraiment d'apporter de la pédagogie et de la simplicité pour que finalement l'épargne salariale et l'épargne retraite, qui sont malheureusement aujourd'hui souvent vécues comme des parcours du combattant pour beaucoup, faire en sorte que chaque épargnant comprenne le fonctionnement et les bénéfices de ce type de dispositif. Et pour donner un petit peu de visibilité sur de quelle taille on parle pour Epsor, parce que ça va avoir un impact évidemment sur les pratiques RH, ça a été lancé en 2017, mais ça a vraiment trouvé son envol et avec ses premiers clients, si je dis pas de bêtises, tu me corrigeras, en 2018. Vous êtes 50 à peu près à l'heure actuelle, peut-être un peu plus, je sais Oui, un pas. peu plus là, il y a pas mal d'arrivées prévues dans les prochains jours. Ouais. On va en reparler. Et donc, il y a eu 7,3 millions d'euros levés depuis le début. Et surtout, pour ceux qui se demandent s'ils n'ont pas entendu ce nom quelque part associé à Yaniro, Julien Niquet, donc l'un des deux cofondateurs, nous a fait le plaisir de témoigner lors d'un épisode spécial entrepreneuriat et paternité. Donc, sur un tout autre sujet, vous pouvez écouter Julien dans un autre épisode de Yaniro. Alors, l'idée de cet épisode, ça va être vraiment de faire un focus très particulier sur un enjeu, que finalement toutes les startups rencontrent et tous tes homologues, RH, en particulier aussi, le sujet du recrutement des profils tech. Quelque part, quelles sont les spécificités liées à cette typologie de profil dans les phases de recrutement? In situ, la question d'après devient évidemment l'onboarding, la gestion de carrière, mais ça, on verra que c'est des chantiers qui sont encore en cours de travail chez vous. Donc, on va peut-être beaucoup se focaliser sur l'amont plutôt. Donc, l'idée, c'est qu'on parte vraiment en deep dive là-dedans. Ça te va ? Ouais, avec plaisir. Je pense que c'est un vrai pain point pour beaucoup de RH de start-up. Donc, si je peux partager un petit peu mon expérience sur le sujet, avec grand plaisir. Eh ben allez, le recrutement des profils tech dans le terrain de jeu Epsor, c'est parti, c'est le sujet de ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors la première question qui me vient, c'est toi quand tu as rejoint Epsor, donc ce sujet a été l'un des chantiers prioritaires dont tu t'es emparé au milieu d'autres. Euh, Pourquoi est-ce qu'il y a vraiment eu ce sujet-là sur la table, particulièrement de se dire OK, il faut qu'on muscle notre jeu et qu'on s'améliore sur le recrutement des techs. Ça vient d'où ce côté prioritaire et stratégique? Je pense que ça vient d'une part du fait qu'on avait et qu'on a toujours, une roadmap produit qui est assez ambitieuse.
On a lancé, un nouveau produit, assez, rapidement après que je sois arrivée. On a recruté, notre 1er UX designer qui derrière, en fait, a, petit à petit revu, finalement l'ensemble de notre app et notre parcours pour, y ajouter encore plus, d'expérience, enfin une meilleure dose, encore plus, de facilité pour utiliser notre app. Donc on a revu tous nos parcours. Donc derrière, ça voulait dire finalement réécrire, pas mal, de notre outil. Donc, ça voulait dire muscler l'équipe, qui d'ailleurs, l'autre gros challenge, c'est qu'en fait, c'était une équipe, assez junior, et on avait, cette problématique de senioriser l'équipe, pour, finalement faire grandir les jeunes pépites qu'on avait et puis aussi pour aller plus vite, gagner en efficacité, en qualité et cetera. Donc voilà, il y avait, les 2 enjeux, la roadmap produit, ambitieuse et une équipe, junior à senioriser, à muscler. D'accord, et donc au regard de ces, 2 priorités stratégiques, sur, arriver à délivrer la roadmap et arriver à senioriser, l'équipe, où se situait Epsor, au moment où tu t'es saisi de ce chantier? Quelles étaient, et ça c'est important pour la suite, les choses peut-être sur lesquelles vous étiez déjà pas mal, soit parce que vous aviez, consciemment fait un effort là-dessus, soit parce que vous vous êtes bien débrouillé, et les choses sur lesquelles il y avait encore beaucoup de pierres à ajouter à l'édifice pour qu'il soit construit? Alors, en fait, ce qu'il y avait déjà, c'était une grosse implication de l'équipe tech sur ce sujet. On pourra y revenir, mais moi, je trouve que c'est primordial. Il y avait déjà des outils, il y avait déjà des process, même si on les a un petit peu, modifiés, et il y avait plutôt une belle réussite sur les profils, juniors et sur les stagiaires. Donc ça, c'est, la situation, dont j'ai hérité, en arrivant. Et est-ce que tu peux nous donner, en quelques mots, les grandes lignes de ces «acquis» entre guillemets quand tu es arrivé? En gros, qu'est-ce que, on peut, partager à ce stade-là comme, bonnes pratiques ou comme, éléments qui étaient déjà stables et qui sont restés dans l'édifice, pour que, les RH, ou les fondateurs, fondatrices qui nous écoutent puissent prendre le chemin le train en route et puis, si elles doivent, apprendre de ce que vous aviez déjà fait quand tu es arrivé, que ça puisse se faire? Alors déjà, le CTO, il était depuis le début, il est toujours vraiment incentivé sur, le recrutement, de l'équipe tech. C'est Heu, un fondateur ou pas? C'est non, un des cofondateurs, le CEO? Ouais, c'est un autre, ouais, collaborateur. OK. tout à fait. Qui est là depuis longtemps, mais voilà. Donc ça, c'est super important. Ça veut dire que dès le début, enfin, c'est quelqu'un qui consacre beaucoup de temps, qui a son mot à dire dans le design même du processus de recrutement tech, qui finalement a été dès le début un allié pour moi. Et ça, je crois que c'est fondamental cette relation, donc en l'occurrence entre Pierre-Antoine et moi. On a vraiment chacun notre rôle puisque lui moi, je compte vraiment sur lui pour tester les compétences tech. Il compte vraiment sur moi pour tester les compétences comportementales et puis l'adéquation à notre Mmh. culture. On a tous les 2 la possibilité de dire no go. Et ça, c'est vraiment super important et je crois que, c'est presque la première brique, dans cette collaboration avec l'équipe tech pour que le recrutement se passe bien. Et Heu quand tu dis, attends, je vais te poser plein de questions, hein. Quand tu dis: «Il est incentivé», c'est d'un point de vue, «bêtement» entre guillemets, financier? C'est un objectif pour lui, de que le recrutement se passe, vite et bien? C'est quoi ces KPI entre guillemets, sur cet objectif-là? Alors, il se trouve que chez Epsor, on n'a pas de, bonus, individuel, à part les équipes sales en l'occurrence. Donc Pierre-Antoine, sa rémunération, n'est pas directement impactée par ça. Mais néanmoins, effectivement, dans ces objectifs qui sont définis par, donc Julien et Benjamin, les 2 cofondateurs, et en fait, c'est le cas, enfin moi ça fait 2 fois que du coup j'assiste, finalement au point semestriel de Pierre-Antoine et que je revois un peu avec lui le compte rendu, il y a ce point qui arrive dans les tout premiers points. C'est voilà, Julien et Benjamin qui lui disent tu es responsable de faire grossir ton équipe, alors de faire grandir les gens qui sont là, bien sûr, mais aussi de faire grossir ton équipe. Et c'est aussi un point qu'il y a dans mes objectifs à moi. Et en fait, on est tous Mmh. les deux, j'ai envie de dire, à égalité en responsabilité sur ce point. Et du coup, on est vraiment une équipe et c'est hyper important que le CTO y consacre du temps parce qu'il a toujours plein de priorités. Mais voilà, Pierre-Antoine, c'est quelqu'un qui est capable, dans la journée, si je dis, il faut vraiment qu'on fasse l'offre à Toto, même s'il est en train de gérer plein de trucs importants, je sais qu'il va faire l'offre parce qu'il comprend l'enjeu de le faire à ce moment-là.
S'il faut faire des prises de ref, en général, c'est lui qui les fait aussi, parce que je trouve que pour les profils tech, c'est intéressant que ce soit le CTO qui ait une discussion, enfin, ou en tout cas un manager tech qui ait une discussion avec un autre manager tech, parce que justement sur l'aspect compétences techniques, il y a quand même des sujets à évaluer, donc il se prête toujours au jeu, et c'est chouette. On a finalement une relation où moi je vais le coacher un peu dans la méthodo, de quelles sont un peu les bonnes questions à poser, et puis lui derrière il Mmh. a les compétences opérationnelles, et du coup j'avoue que le duo marche vraiment bien. Ouais, donc en fait, très simplement, entre guillemets, c'est dans les rôles et responsabilités, de vos 2 postes et dans, donc du coup, dans les performance review ou les, people review, de temps en temps, quoi. Exactement. Très cool. Bah, déjà, ça, c'est un bon pilier de base. Je te laisse continuer, hein. Au niveau du processus de recrutement, ce qui était chouette aussi, c'est qu'en fait, chez Epsor, c'est très collaboratif. C'est-à-dire qu'en fait, on fait participer des opérationnels un peu sur la base du volontariat aux entretiens. Et ça, on l'a gardé aussi. C'est important. Et donc, en fait, par contre, ce qu'on a revu, c'est à quel moment est-ce qu'il fallait envoyer à nos candidats tech ce qu'on appelle, nous, le challenge technique. Enfin, c'est souvent des tests techniques Mmh. qui sont faits dans le cadre des recrutements des profils tech. Moi, quand je suis arrivée, on perdait, tiens-toi bien, à peu près 2 tiers de nos candidats parce qu'en fait, on leur envoyait le challenge et qu'ils répondaient pas. Ah ouais, la Parce vache. qu'en fait, on les avait pas suffisamment motivés en amont, on leur avait pas suffisamment donné envie avant pour qu'ils fassent ce test. On faisait une première précale par téléphone, mais potentiellement même pas avec quelqu'un de l'équipe tech, un peu pour présenter Epsort de façon assez macro. Puis ensuite, on leur demandait de travailler des heures, voire des jours sur un test technique. Et en fait, il y en a beaucoup qui n'avaient pas la motivation suffisante à ce stade pour le faire. Ça a été une des premières choses que j'ai remarqué et sur lesquelles on a travaillé ensemble avec Pierre-Antoine et avec toute l'équipe tech. Et ça, du coup, on a changé les choses. Euh, Tu t'es dit: «Il y a de la déperdition à cet endroit-là du parcours, donc bon sens paysan, on va regarder ce qui se passe à cet endroit-là et comment on améliore», quoi. voilà, sachant que déjà le flux entrant de candidatures, enfin, tu le sais, tout le monde le sait, on est sur un marché où il y a finalement plus d'offres que de demandes. Donc, on n'a pas un flux entrant de candidatures qui est très important en comparaison avec d'autres fonctions. Donc, si en plus tu perds 2 tiers sur le test technique, enfin, on peut pas se le permettre. C'est pas possible. OK. Donc attends, on va faire un peu les choses du coup, comme elles viennent. Donc toi, tu arrives, entre autres choses, tu vois que enfin vous voyez avec Pierre-Antoine, et d'autres personnes j'imagine que il y a l'entonnoir, je dirais, fuit à cet endroit-là, hein, si pour reprendre des termes, très, marketing pour le coup. Et du vous vous dites: «Bon donc là, on a la soit on en demande trop à cette étape-là, soit on motive pas assez les gens par rapport à ce qu'on leur demande» et du coup, comment vous avez craqué, l'équation? Et bah, du coup, en fait, on a fait 2 groupes, en fait. On a d'un côté considéré les candidatures juniors, je dirais juniors jusqu'à expérimentés, on va dire jusqu'à 4-5 ans d'expérience, et puis les autres. Déjà, on s'est dit que ce test technique, il n'allait être systématique que pour les profils les plus juniors. Pour les autres, on a trouvé une façon finalement de tester leurs compétences techniques en entretien. Mmh. Parce qu'en fait, en général, plus les profils sont seniors, plus ils sont finalement chassés, plus ils ont le choix, et du coup, plus c'est difficile de leur demander de passer du temps sur ton test technique. Donc déjà, on s'est dit: «OK, les expérimentés, on va se débrouiller pour tester leurs compétences techniques en entretien. Les autres, en revanche, on va garder ce test technique qui est important, surtout qu'un vécu tech sur 1 an, 2 ans, 3 ans, il peut être finalement assez différent en fonction des parcours. Donc ce test technique, il était pour nous important. Par contre, effectivement, ce qu'on a changé, c'est qu'on le fait pas faire après notre premier call de 20-25 minutes de précal. Il y a toujours un échange avec quelqu'un de l'équipe tech avant. Alors soit il se trouve que finalement c'est Pierre-Antoine qui fait tu vois le premier call, et du coup la personne parle au CTO pendant 30-45 minutes, pose toutes ces questions, et en fait Pierre-Antoine donne suffisamment envie et incarne suffisamment le job pour que les gens aient envie de faire le test, voire même dans certains cas on les fait venir une première fois chez nous, et en fait c'est aussi une façon
les engager dans le process et de leur donner envie de le réussir et du coup de consacrer du temps à notre challenge technique. Et depuis, on a toujours de la déperdition. Je peux pas dire qu'on n'en a pas, mais déjà sur les profils seniors, on n'en a plus parce qu'il y a plus de tests. Et puis sur les autres, on est plutôt de l'ordre d'un tiers. Mmh. Ouais, donc tu as quand même bien renversé, la machine et en réussissant à te dire: «Bon, bah, déjà, on peut pas se permettre de perdre des profils, seniors parce qu'ils sont encore plus rares, donc on change la manière d'évaluer la compétence et les juniors, on le fait, mais après une phase entre guillemets de séduction mutuelle, quoi, si je puis dire». Ouais, c'est exactement ça. D'accord, d'accord et vous avez remplacé, le test technique par quoi, pour les seniors? Si c'est pas de la secret sauce? Non, non, mais c'est ce que je te disais par un en fait, c'est un test technique toujours, mais c'est un test technique à l'oral. Donc en fait, c'est, nos nos meilleurs experts, chez Epsor, qui finalement, passent du temps, alors, enfin, il faut que ça reste agréable, hein, pour le candidat et c'est le cas, mais qui vont poser, des questions à l'oral le jour de l'entretien dans le cadre de l'entretien tech, pour évaluer les compétences tech. Et en fait, au début, on avait peur de pas se rassurer suffisamment et puis en fait, on y arrive assez bien et puis petit à petit, plus ça va, plus on ils je pense qu'ils enrichissent, leur bibliothèque de questions qu'ils posent aux candidats et on est de plus en plus à l'aise avec l'exercice. Mmh et puis je vois aussi, la petite, botte secrète de dire, si on dégaine le CTO plus vite, ça améliore encore, la barre de la séduction quelque part, Ouais, complètement. évidemment. Ouais, ouais, non, non, mais c'est important et de la même façon d'ailleurs, désolée du coup je change de sujet, il y a une Vas-y, autre vas-y. botte secrète, c'est vraiment aussi de faire intervenir parfois les fondateurs. Mmh. En fait, alors, bien sûr pas au début du process, ils ont pas le temps, on peut pas se le permettre, mais finalement de plus en plus quand on fait, une offre à un candidat, on propose un call d'une demi-heure avec Julien, avec Benjamin, pour donner des perspectives un peu sur Repsor, sur ce qu'on est en train de construire, sur le rôle que cette personne pourrait avoir, dans quelques mois, années. Alors bien sûr, Pierre-Antoine et moi, on essaye de donner cette perspective, mais quand même le fondateur, déjà, c'est super important d'avoir cet échange en direct avec eux. Et puis ça finit aussi de convaincre sur la culture, parce que nous, on transmet des choses, Pierre-Antoine et moi, mais Julien et Benjamin, au-delà de transmettre, ils l'incarnent cette culture. Et en fait, du coup, ce call d'une demi-heure, il est hyper souvent, les candidats sont complètement partants. Et en fait, ça fonctionne bien. Donc ça aussi, c'est une autre botte secrète, plutôt à la fin du process, quand on veut quelqu'un, lui proposer un call avec un fondateur, c'est important. Et ça, alors c'est rigolo, moi j'ai une image vraiment de jeu de cartes où tu te dis: «Bon alors quelle carte on va jouer là pour essayer de rafler la mise?» si je puis dire. Ça se joue comme ça? C'est-à-dire la carte Julien ou Benjamin, vous la sortez, quand vous avez vraiment envie de faire la différence? Vous la sortez à chaque fois? Parce que c'est intéressant d'avoir une logique d'être, à la fois très structuré dans le process de recrutement, mais d'être agile en se disant, là on est sur un marché des talents, qui est assez hard, où effectivement des techs seniors, ils ont largement le choix, et on veut, absolument, les avoir. Du coup, des fois, il faut être un peu agile, quoi. Bah, écoute, je peux pas dire qu'on la sort à chaque fois, c'est-à-dire qu'en fait, si, 2 heures après que, Pierre-Antoine ait fait l'offre, la personne nous dit «oui», à la limite, on n'a même pas eu le temps. Donc voilà et ça arrive et tant mieux. Si en revanche, tu vois, au bout de 24-48 heures, il y a pas de nouvelles, moi je vais rappeler pour prendre un peu la température et là, si je vois qu'en fait la décision est pas prise et que le candidat peut nous échapper, ouais, là je le propose. OK, donc là, à ce stade-là de la discussion, moi, j'ai bien noté carte 1, faire équipe avec le CTO et faire en sorte que ce soit dans les rôles de responsabilité, à la fois de la fonction RH et de la fonction, technique par le CTO. S'assurer d'avoir, de ne pas abuser des tests techniques ou en tout cas de bien se rappeler qu'il y a de la séduction à avoir et plus les profils sont rares, plus c'est le cas. Qu'est-ce que vous avez mis d'autre comme coup de booster, sur ce recrutement des profils tech? Alors, il y a une chose qui est super importante où pareil, j'ai mis du temps à m'en rendre compte, c'est de faire une démo du produit. Alors en fait, ça dépend de votre activité, parce que si vous faites du B2C, je sais pas,
par exemple, Back Market ou même Frishti. Enfin, je veux dire, c'est en fait des startups où beaucoup d'entre nous et les candidats connaissent parce que eux-mêmes ont eu l'expérience en utilisant l'app et du coup voient bien l'apport de ce type de startup. Epsor, c'est un peu différent. En fait, il y a on n'a pas forcément la possibilité de goûter à l'expérience Epsor quand on n'est pas client via du coup son entreprise, via son employeur. Et même si je ne doute pas que dans les années à venir, beaucoup auront cette chance. Aujourd'hui, on est quand même un acteur nouveau, donc finalement, il y a beaucoup de candidats qui voient notre site vitrine, mais qui voient pas vraiment notre proposition de valeur et notre app. Et donc Mmh. ça, c'est un truc qui est super important aussi et qui est super apprécié des candidats. Donc pensez-y si vous êtes dans le cadre d'une startup B2B avec une app qui est pas en ligne et accessible à tous, c'est de demander à l'équipe produit de passer 15-20 minutes pour montrer votre produit. Et en fait, les candidats, ils ne demandent pas, mais quand on leur montre, en fait, ça devient évident que c'était une bonne idée de le faire et qu'en fait, on aurait raté quelque chose si on l'avait pas fait. Ça rend les choses concrètes, ça leur permet de se projeter. Nous, en plus, on est super fiers de notre produit, donc on sait qu'on peut marquer des points à ce moment-là. Donc ça, c'est important. De placer une démo produit dans son process, je crois que ça peut faire la différence. OK, très clair. On le rajoute, à la grille, des bonnes pratiques. Autre chose dont on a un petit peu parlé avant l'interview, sur lequel ça vaut le coup d'approfondir, mais je sais qu'il y a pas mal d'aspects. Tu me disais que c'était important de ne pas céder à la course des salaires, de s'en tenir à une grille et d'expliquer, les à côté, les perspectives d'évolution. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Ouais, alors ça, c'est marrant parce que ma conviction à ce sujet, elle est très récente, mais finalement maintenant elle est très forte. En fait, pour vous raconter la petite anecdote, il y a de ça à peine une semaine, on avait fait une offre à un développeur expérimenté et à un développeur senior, mais à des niveaux de salaire qui étaient équivalents à ce qu'ils avaient chez leur précédent employeur. Simplement parce qu'en fait, c'était ce niveau de salaire-là que nous, on avait dans nos grilles, et c'était la rémunération qui nous semblait juste pour le poste qu'on leur proposait. Et en fait, chacun de ces deux candidats est revenu vers moi en me disant, bah, en fait, j'ai super envie de venir, mais sur le fixe, vous pouvez pas faire un effort. Et là, gros cas de conscience, à me dire, mais en fait, le temps qu'on a passé à trouver ces candidats, ils sont top, on les veut nous aussi. Est-ce que vraiment je suis à 3 cas près est-ce que finalement ça va pas nous coûter plus cher à Pierre-Antoine et moi en temps passé du sien plus du mien en cumulé si on doit recommencer tout le process? Et j'ai envie de dire presque à deux doigts de céder. Et c'est là où j'ai interrogé la communauté dont je fais partie qui a été fondée par Judith Tripart, qui s'appelle First Talent, où on peut typiquement partager ce genre de réflexion un peu en live. Et là, j'ai eu des retours qui m'ont vraiment éclairée, à me dire: «Mais en fait, non, toi, tes fonctions RH, tu définis un cadre, tu représentes finalement, enfin, tu es la gardienne de l'équité, au sein d'Epsor, de la politique Mmh. salariale. Si tu payes, Paul, 3-4 plus que Jean, c'est qu'il faut pouvoir l'expliquer. Si tu ne peux pas l'expliquer, tu peux pas te permettre de faire cet écart. C'est super important et de rester droite dans tes bottes. Par contre, effectivement, valorise l'à côté, et cetera. Et donc, effectivement, je me suis dit, mais enfin, tout le monde me répondait dans ce sens-là. Je me suis dit, bon, les gens, enfin, je leur fais confiance. Et puis, du coup, je me forge un peu le discours. Et puis, je rappelle, du coup, ces candidats. Et c'est effectivement ce que je leur explique. Et là, en fait, ce qui s'est passé, et c'est super intéressant, c'est qu'eux, ils ont valorisé cette démarche de se dire, ah, mais en fait, Epsor, c'est une boîte dans laquelle c'est important, enfin, la transparence des salaires, c'est important, l'équité entre les collaborateurs, c'est important. Et du coup, c'est pas à la tête du client ou à celui qui négocie plus fort qui va gagner plus. Et en fait, du coup, ça, c'est une valeur dans laquelle je me reconnais et ça me donne encore plus envie de venir. Et du coup, il s'est passé un truc génial, c'est que les 2 ont accepté, au même niveau de salaire Yes. qu'ils avaient et que, dans leur mail d'acceptation, ils m'ont écrit, tu vois, là, j'avais pris la petite quote: «Merci, pour ton temps, tes explications, ta transparence concernant le package proposé. C'est des choses qui me tiennent à cœur et je suis content de me dire que ça l'est pour vous aussi». Donc finalement, c'est gagnant-gagnant de pas avoir cédé effectivement à cette course-là.
Et alors bon, je vous invite, si vous êtes intéressé par ces sujets, à écouter l'épisode qu'on a enregistré avec Virgile Ringard, que je salue, dans lequel on rentre en très grande profondeur sur la question des grilles de rémunération. Mais, c'est vrai que, on comprend, hein, toi tu as des objectifs, il y a un volume de recrutement qui est élevé et tu te dis: «Non mais je vais peut-être, je peux les faire tomber les 2-3 cas, qui me permettent de parvenir au début ou de pas prendre ce risque». Mais en réalité, quand tu regardes dans le long terme, et Virgile en parle beaucoup mieux que moi, hein, on crée, ce qu'on appelle de la dette managériale quand on crée, Mmh. ce genre de petits à côté qui ne sont pas explicables et tu as raison, le mot-clé, c'est d'être capable de l'expliquer. Parce que si vous dites que vous avez un volant de 2-3 K, en dessous et au-dessus, de la grille, mais parce que, vous valorisez, un sujet ou un autre, why not? Mais il faut être capable d'en faire une règle, absolue pour tout le monde, quoi. Mmh. Ouais, tout à fait. OK, donc ça, c'est un bon point. Donc vous avez une grille, vous vous y tenez et finalement, bah, vous avez des bons feedbacks par rapport à ça. Quels seraient, d'autres aspects qu'on n'a pas encore abordés sur, les bonnes pratiques du recrutement, d'équipes tech? On n'a pas encore parlé beaucoup du sourcing, hein, finalement, de par où on les trouve, hein? D'où est-ce qu'ils viennent? Ils viennent à vous? Vous allez les chercher? Ouais, alors effectivement, on peut parler du sourcing et aussi des profils, peut-être juste en introduction, parler de ce sujet-là qui je trouve est important. Quand je suis arrivée chez Epsor, on recherchait des profils, qui avaient des expériences, des expertises dans nos technos. Et peu importe que ce soit un dev junior, un dev senior, un lead, et cetera. Ça aussi, ça a été un sujet sur lequel on a évolué avec Pierre-Antoine. Finalement, on s'est dit que sur les profils juniors, c'était important que les candidats connaissent nos technos. Ils sont encore à un stade d'apprentissage qui fait que tout de suite les faire switcher de techno, c'est quelque part un peu un risque et ils vont mettre du temps à monter en compétence sur le sujet. Par contre, sur les profils seniors, on s'est affranchi de ça en se disant, en fait, c'est pas grave s'ils connaissent pas ce qu'on appelle notre stack, nos langages, notre environnement technologique, puisqu'en fait, le fait d'avoir de l'expérience sur d'autres technos, ils ont acquis une agilité intellectuelle, notamment tech, qui va faire qu'ils vont monter en compétences très vite. Et du coup, ça nous a vraiment ouvert le champ des possibles. Donc, en fait, des candidats qu'on refusait, j'ai envie de dire quasi systématiquement pour cause de défaut d'expérience sur nos technos, sur les candidats plus seniors, on a pris un autre angle et ça nous a permis d'élargir notre entonnoir, si je puis dire, de candidatures entrantes. Ouais, donc ça, finalement, en fait, c'est même tu as raison, avant le sourcing, ça vous a permis de faire évoluer les scorecards pour chaque profil entre junior et senior? Exactement, exactement. Et ensuite, par rapport au sourcing, c'est vrai qu'il y a plusieurs canaux et que comme le recrutement tech est compliqué, je pense on est obligé de rester vraiment multicanal sur ce sujet. Alors bien sûr, il y a le sujet de l'approche directe. Ça, c'est important. Nous, on le fait chez Epsor. Mon rôle à moi en tant que RH, c'est d'identifier les profils. Et puis ensuite, je passe le relais à Pierre-Antoine qui finalement contacte lui-même les candidats. On avait fait un petit partage d'expérience à ce sujet, toujours sur la communauté RH. Et en fait, on estimait qu'avoir entre 10 et 15% de retour quand on contacte des candidats tech sur LinkedIn, c'était un bon taux. Heu, Mmh. donc heu, donc effectivement, alors sauf qu'en fait, en général, les candidats ne répondent pas forcément au premier message. Donc la deuxième chose aussi, c'est d'être capable de relancer ces candidats et pour le coup, en général, c'est assez fluide dans l'esprit RH de se dire: «On les a pas forcément contactés au bon moment, il faut pouvoir, les relancer. C'est pas grave s'ils nous ont pas répondu la première fois, ils sont sursollicités». C'est moins intuitif, je trouve, côté tech, où finalement le CTO peut avoir un peu plus l'impression que attends, il m'a pas répondu, je lui propose un super projet, en fait, tant pis pour lui, tu vois. Moi, je suis venue vers lui ou vers elle d'ailleurs. Et donc ça, pour le coup, c'est un travail de pédagogie côté RH, d'expliquer en fait la valeur de relancer de façon à ce que votre message arrive au bon moment. Donc on fait de l'approche directe. On fonctionne avec quelques. Alors euh, moi, ma conviction par rapport au partenariat avec des cabinets de recrutement potentiels sur les profils tech, moi, je préfère travailler avec un cabinet avec acompte, où on a un engagement mutuel, d'aller au bout, Mmh. plutôt que, on a testé le j'ai 5-6, cabinets au succès en parallèle qui du coup en tout cas, enfin, nous ça n'a pas fonctionné. Les profils étaient pas qualitatifs et on n'est jamais allé au bout. Alors que là, on vient de trouver un lead,
en 1 mois et demi, en ayant un partenariat, et un engagement avec un cabinet. Donc moi, c'est plutôt, ma philosophie et c'est ce que je recommande. Alors du coup, pour bien choisir le cabinet, c'est pas mal de se le faire, conseiller, notamment par ses pairs, qui ont eu à recruter un peu des profils similaires et en l'occurrence, moi, c'est ce qui s'était passé. Il y Mmh. avait une reco, mais donc moi, je vous encourage plutôt à avoir un partenaire, que plusieurs, quitte à ce qu'il faille payer un acompte et s'engager, vis-à-vis de lui. Il y a évidemment, la possibilité de recruter, enfin, il y a aussi des candidats qui viennent vers nous, hein. Alors, surtout en ce moment, c'est vrai que la période, est propice à ce que, bah, à ce qu'il y ait un peu enfin, malheureusement, quelques candidats, qui se retrouvent sur le carreau parce que leur entreprise, est pas en pleine forme, dans le cadre de la crise sanitaire et du coup, honnêtement, il y a un peu plus de flux de candidatures, même sur les seniors en ce moment. Donc faut vraiment, c'est important, sur Welcome, sur LinkedIn, sur votre site, internet, je pense, d'avoir une annonce et nous, on a toujours recruté un peu comme ça et là, d'autant plus, en temps de crise. Mmh. Et puis enfin, il y a les plateformes, tu sais, type, Talent.io, 50 Talent, avec un esprit qui est particulier parce qu'en fait, tu dois faire une offre au candidat avant même de lui avoir parlé. Un peu sur profil, tu dois dire: «Bah, voilà, je te propose tant pour le poste de ceci, cela». Alors c'est une philosophie qui est particulière. Nous, on s'est prêté un peu au jeu et je trouve que ça a un peu fonctionné sur des profils juniors, mais là, ça fait presque 1 an qu'on n'a pas recruté, par ce biais-là. Mais je pense que ça peut marcher aussi, donc moi, mon conseil serait plutôt de, diversifier les sources de candidature, en effet. Oui et puis enfin, ce qu'on comprend en filigrane et qui va dans le sens de la rareté, de ces talents-là, c'est de dire: «Bon, bah, comme pour à peu près, toutes les entreprises, on ouvre grand, les tiroirs, pour, faire venir les talents à nous et on va aussi, chasser, pour aller les chercher», quoi. Ouais, exactement. Donc finalement, oui, ceux qui font déjà ça, ouais, a priori, vous faites bien et tout le monde est est un peu logé à la même enseigne. Est-ce que parce que là, j'ai l'impression qu'on a fait un bon tour de comment vous avez, fait évoluer ce process-là et puis tout ce sujet recrutement. Moi, j'ai une question un peu, clé, sur les sujets, tech, mais avant, je voulais juste savoir, est-ce que tu es capable d'avoir des KPI ou des indicateurs qui montrent, à quel point, enfin, ça a eu un impact sur votre process de recrutement, le fait de rajouter tous ces petites nouveautés à différents endroits? Bah, je dirais le KPI principal, c'est peut-être de regarder l'effectif de l'équipe, quand je suis arrivée et l'effectif, de l'équipe, aujourd'hui. Alors c'est pas du tout que de mon fait, encore une fois, hein, je travaille beaucoup avec l'équipe tech et on a travaillé ensemble, mais quand je suis arrivée, l'équipe tech, c'était, 7-8 personnes, et là, fin décembre, ils seront 16 D'accord, donc l'équipe a doublé en combien de temps? en 1 an. Ouais. Ouais, ouais, c'est quand même vraiment, vraiment très bien. Et donc oui, la dernière question sur laquelle je voulais un peu, avoir ton avis, même si c'est pas des questions qui sont simples, c'est la question de la diversité, dans ton équipe, notamment, en termes de genre. On sait que c'est toujours très difficile d'avoir, une équipe qui est parfaitement, équilibrée entre hommes et femmes, dans la tech. Comment est-ce que vous prenez cette question-là? Alors nous, aujourd'hui, on a un tiers de femmes, donc c'est pas satisfaisant, mais c'est pas nul non plus. Bah, évidemment, ça commence par, dans l'offre, dans l'intitulé de poste et puis dans tout le descriptif du profil recherché, c'est hyper important, d'avoir une version homme-femme et que ce soit pas genré. Enfin, vraiment, moi, je suis un peu le gendarme, pour ça, pour le profil tech et pour tous les profils. Ça, c'est vraiment primordial. Hem Et puis, ensuite, on fait participer les femmes, à nos processus de recrutement, aussi. Ça permet aussi, quand on a des candidatures féminines bah, de s'identifier aussi et de se dire que, bah, effectivement, on est dans une équipe mixte qui fonctionne bien et donc ça, c'est important. Après moi, je trouve qu'il y a la question de la féminisation, il y a aussi la question de, la seniorisation de l'équipe qui est peut-être même Oui. encore plus importante parce qu'en fait là, on se retrouve avec une équipe tech, qui, enfin, qui doit avoir, tu vois, 27-28 ans, d'âge moyen. Moi, je pense que c'est marrant les équipes tech parce qu'il y a quelque part, j'en discutais avec un développeur qui me disait en fait les développeurs, c'est des gens intelligents et les gens intelligents, ils ont des gros égos. Bon, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais c'est vrai qu'il y a souvent il peut y avoir des discussions un peu d'ego et en fait, je trouve que effectivement apporter des femmes, mais aussi apporter
des profils seniors, matures, posés, ça permet de trouver un équilibre dans une équipe tech et là-dessus, je crois qu'on a encore du chemin à faire, chez Epsor, dans l'équipe tech, peut-être encore plus que, sur le recrutement des femmes. Et ça, alors, si c'est en cours ou que ce n'est pas encore posé sur la table, hésite pas à le dire. Mais, sur cette question de la diversité, au-delà effectivement de tout ce que vous faites déjà sur les annonces qui ne sont pas sexuées et cetera, pour la partie, genre, j'entends. Est-ce que, vous avez, une intention particulière et de comment dire? Des outils particuliers? Enfin, c'est des questions qui sont très bêtes, mais de vous dire, on veut plus de profils seniors, du coup, on va essayer de mettre l'accent là-dessus, senior au sens âge, ou alors on veut essayer d'avoir encore plus de femmes, du coup on va essayer de favoriser d'une manière ou d'une autre, ou vous en êtes pas encore à ces questions-là? On n'en est pas à ces questions-là, et en fait, on en est enfin, moi, je trouve que mon rôle en tant que RH dans le recrutement, c'est vraiment d'axer la sélection des profils sur les compétences. En fait, c'est ça qui compte et en fait, ce que je veux surtout, c'est enlever les biais. Et du Mmh. coup, si on a, beaucoup de seniors, en entrant et qui sont compétents, bah, mon rôle, c'est surtout qu'ils soient pas discriminés et qu'ils puissent nous rejoindre. Si en revanche, on n'en a pas du tout, alors il faut aussi qu'on s'interroge sur comment on communique, via quels canaux on diffuse nos annonces, un peu l'image qu'on diffuse. Évidemment, c'est aussi ça. C'est pour ça que ça détermine aussi ton flux entrant de candidature. Mais non, honnêtement, aujourd'hui, on n'a pas vraiment de plan d'action, si ce n'est moi, en tant que gardienne du temple, m'assurer, enfin, essayer d'enlever tous les biais et de vraiment axer les recrutements sur les compétences. C'est très intéressant ce que tu dis parce que je pense que c'est effectivement déjà une excellente première étape qui peut être faite, dans à peu près tous les process. C'est de se demander, bah, finalement, la diversité que je veux favoriser, à quel point j'ai des choses auxquelles je fais même pas attention dans mon process, qui vont, forcément couper, des élans, de personnes qui auraient pu être très compétentes. Typiquement, oui, si l'annonce, de développeur, c'est un développeur, peut-être que ça va être compliqué, de recruter des développeuses. Peut-être que, à certains, endroits, du process, ça vaut le coup de prouver, cette forme de diversité. Là, on est sur le genre, mais ça pourrait être n'importe, quelle autre, caractéristique évidemment. Non, je suis d'accord que c'est un bon point de se dire comment je lève les biais, parce que les biais déjà, ils seront forcément présents. Ouais, ouais, tout à fait. Bon, bah, écoute, je pense que c'était, vraiment un bon 360. Est-ce que tu as d'autres éléments que tu veux partager avant qu'on passe tranquillement à la fin de l'interview ou, là, on a vraiment retourné, le Rubik's Cube dans tous les sens? Écoute, non, je pense que c'est pas mal. La dernière chose que je dirais, c'est que je pense qu'il faut que les RH, elles aient, ou ils aient, en fait, confiance en eux, dans leur capacité aussi à échanger en direct avec les profils tech. Moi, ça m'arrive d'échanger avec des RH qui me disent: «Ah mais moi, faut que je monte en compétences, je sais pas», et qu'en fait, du coup, osent à peine parler aux développeurs alors qu'en fait, je crois que de façon très simple, si chaque RH est capable déjà, de présenter, la stack technique, sur laquelle est construit, votre produit, et si vous êtes capable de présenter un peu l'organisation de l'équipe, les méthodes de travail, en fait, ça donne déjà beaucoup d'infos, aux candidats. Je crois vraiment il faut avoir confiance en nous, et se dire qu'on peut parler un peu tech, et être complètement à l'aise dans le fait que, effectivement, renvoyer vers les bonnes personnes quand ça atteint nos limites. Mais vraiment, je pense que c'est important. Sachez parler de votre stack et de l'organisation de vos équipes techniques et ayez confiance dans le fait que vous-même, vous faites partie, de la réponse et vous êtes capable d'attirer des profils par votre discours. La montagne est pas si haute. Le message, est passé à tous tes homologues. Écoute, Julia, je te remercie beaucoup. Les auditeurs, auditrices qui écoutent cet épisode, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? C'est quoi la meilleure manière de prendre contact avec toi? Bah, je pense que LinkedIn, le bon vieux LinkedIn reste une bonne façon de faire. Je suis assez réactive, comme je chasse sur LinkedIn. N'hésitez Tu y es présente, du coup. Voilà. Quel livre, podcast ou blog ou média de tout genre tu recommanderais aux auditeurs et auditrices? Bah, j'en ai parlé un peu, j'y ai fait référence plusieurs fois. Moi, vraiment, mon incontournable, c'est la communauté RH, First Talent, fondée par Judith, et du coup, ce Slack, qui permet d'avoir une interaction permanente avec des gens qui font le même métier que nous et qui sont d'un immense recours, à plein, plein, plein de moments de notre vie de RH. Donc, c'est vraiment ça le must have pour moi quand on est RH en start-up. Et à ta connaissance, il y a un process pour rentrer? Faut connaître quelqu'un? Faut juste toquer à la porte? On demandera à Judith, hein, elle est passée par le podcast, donc Oui, bah, je pense que le mieux effectivement, c'est de contacter Judith. Voilà, après, peut-être qu'elle te l'a dit, quand, vous avez fait le point. Ce qui est important, c'est,
d'avoir un profil RH plutôt généraliste dans des entreprises en croissance plutôt petites start-up, scale-up, avec des profils RH un peu couteau suisse au four et au moulin. Voilà, l'idée, c'est d'avoir une communauté avec des gens qui se ressemblent et qui ont les mêmes problématiques. Mais sinon, c'est à peu près tout toqué à la porte de Judith et elle l'ouvre avec plaisir et elle accueille tout le monde à bras ouverts, avec beaucoup de chaleur. Et puis alors Judith, elle est facile à joindre et c'est très facile de se connecter à elle, je dirais, humainement. On sait tout le bien qu'on pense de Judith. Ça revient, je pense, à un épisode sur 2. Donc Judith, si tu nous écoutes, on te Merci remercie Judith. énormément. Qu'est-ce que tu nommes pour le prochain épisode du podcast? Qui est-ce qui devrait, prendre, le micro pour un épisode de la saison 2 du podcast Yaniro? Bah, j'ai pensé à Camille de Dashlane qui justement que j'ai rencontrée grâce à cette communauté. En fait, Camille, moi, elle m'impressionne parce que elle a réponse à tout. Pour le coup, elle est pour moi le couteau suisse suprême. J'ai beaucoup d'admiration pour elle. Elle est toujours d'un grand réconfort et elle a beaucoup de bonnes pratiques à partager. Donc, je vous fais confiance à tous les deux pour trouver un super angle, mais elle a beaucoup de choses à partager, Camille. Ouais, on pourrait prendre justement son nom. Ah, si c'est vraiment le couteau suisse, je ne connais pas encore Camille. On pourra lui poser la question de c'est quoi son quotidien de RH pour être autant à la page sur tous les sujets finalement. Tout à fait. Bah écoute, Julia, je te remercie beaucoup pour cet épisode qui allait en profondeur sur un sujet qui, je pense, est un enjeu quotidien pour la plupart des gens qui nous écoutent. Et bah, il me reste qu'à te dire à très bientôt et puis à une prochaine fois peut-être. Avec plaisir. Merci beaucoup, Alexis. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode, abonnez-vous à la newsletter en allant sur le site www.yaniro.co. Et à mercredi prochain pour le prochain épisode.